Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à une nouvelle gamme, nouveau supplément, Wrath and Glory, qui est sorti en français. Sorti en français au moins pour le livre de base et la boîte d'initiation, si je dis pas de bêtises, et qui a parcouru son petit chemin en anglais, en offrant un bouquin sur les Eldar, un bouquin sur le matos, et quelques petits scénarios de ci, de là. C'est quand même une drôle de gamme, et j'étais persuadé qu'elle était morte et enterrée. Sans avoir tous les détails, il me semble que c'est une gamme qui à la base était un deal entre Ulysse Spiel et Games Workshop, et Games Workshop a dû dire, bah écoutez les cocos, Cubicle 7, vous voulez sortir de nouveaux jeux, il n'y a pas de souci, mais par contre, vous la récupérez et vous la continuez. Donc, Cubicle 7 a rempli sa part du deal, vous voyez qu'il y a toute la clique, c'est Sam Manley qui fait la couverture, et vous allez reconnaître, il y a pas mal de noms en fait, de Cubicle 7 qui bossent dessus, mais Wrath and Glory a un côté plus action, ça se passe je crois sur le secteur Gilead qui était un... Alors attention, je suis pas très Warhammer, donc 40 000, donc je peux dire beaucoup de bêtises, mais en gros il y a un secteur qui existait, à un moment les secteurs ont été coupés de la lumière de l'Empereur, qui se sont retrouvés un peu dans le néant, c'est aussi le cas dans Imperium Maledictum, et là en l'occurrence, il y a un rogue trader très très intelligent qui a réussi à trouver un passage pour revenir sur ce monde-là, et donc vous avez un monde qui est quasiment inhabitable, où les gens ont été, enfin des galaxies, un secteur avec plein de planètes, les planètes ont été un peu tous laissées à l'abandon, il y a des endroits où les gens survivent, d'autres pas, et ça oblige les forces de l'Imperium de l'homme, les Eldar, même parfois les orques et autres, à des fois devoir bosser main dans la main, parce que l'adversité est tellement grande, notamment par le chaos, les tyrannides, que sais-je, que ils doivent se liguer, et ça crée un jeu qui est très très bizarre, qui est dans ses règles, même si ça respecte un peu le côté carrière, donc c'est du D6, carrière avec les tirs d'évolution, c'est clairement plus orienté action, baston, que peut l'être un Imperium Maledictum, où même quand on est très très costaud, on reste un mec de Warhammer, un peu comme dans le Warhammer jeu de rôle, on n'est pas invincible. Ou alors on est très très spécialisé en baston. Là, il y a l'idée de tiers, et les tiers, c'est vous commencez, vous êtes, je sais pas, vous êtes sœur de bataille, et puis après, petit à petit, vous montez pour être, je sais pas, inquisiteur, ou j'en sais rien, mais ça va très très haut, et les personnages tier 3, tier 4 sont extrêmement balèzes par rapport au tier 1 et peuvent les atomiser. En gros, les tier 3, tier 4, ça va être des Space Marines, ça va être des maîtres inquisiteurs, ça va être des assassins, enfin ça va très 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 loin. Donc on a l'impression que les mecs de Imperium Maledictum, en gros, ils sont niveau 1 et ils passeront peut-être tier 2, mais c'est tout. Si je devais faire un comparatif, par rapport à Imperium Maledictum, qui lui est concrètement du Warhammer 40 000, enfin du Dark Heresy, donc à une échelle beaucoup plus basse. Donc ici, qu'est-ce qu'on a concrètement? C'est encore une fois, je suis le premier étonné de ce supplément, qui est un supplément en fait dédié, comme son nom l'indique, au fils de Russ. Russ étant, je crois, le chef Space Marine des Space Marines des Space Wolf, donc qui sont un des ordres, des chapitres des Space Marines. Alors attention, là je commence à sortir des trucs de mon chapeau, parce que je sors de ma zone de confort. Si je me rappelle, donc parmi les Space Marines, il y en a 8 ou 9 qui sont encore loyaux à l'Empereur, les autres sont passés du côté d'Horus et du chaos. On en apprendra plus sûrement dans Horus Heresy, qui est un autre jeu de rôle qui doit sortir. Et donc il y a cette idée, très curieuse, chez Cubicle 7, de sortir un supplément sur un chapitre de Space Marine, et en plus les Space Wolf, qui sont, de mes vagues souvenirs, quand j'étais petit, je jouais avec mon frère qui avait la vieille boîte de Warhammer 40 000, je sais pas, en 98 ou en 2000. C'est pas les Blood Angels, c'est pas les Death Angel, je crois, c'est pas les Ultramarines, c'est pas les plus connus, donc c'est très bizarre comme choix. Et de deux, le choix qui est vraiment étrange pour moi, c'est pourquoi, parce que c'est un bouquin qui fait à peu près donc 100 pages, comme vous allez voir, qui décrit tous les éléments propres au Space Wolf, mais moi, ma première question, sans aucune méchanceté, c'est pourquoi faire un bouquin de 100 pages sur un chapitre, alors que concrètement, vous pourriez faire un bouquin de 200 pages, voire plus, le vendre extrêmement cher avec tous les chapitres. Et je comprends pas. Et je sais pas si c'est un reliquat, je sais pas si c'est un deal, mais c'est vraiment très très bizarre. J'ai un peu de mal à cerner tout ça. Donc, j'avance déjà un petit peu en terrain inconnu, parce que c'est pas trop ma... Je vais pas mentir, c'est pas trop ma tasse de thé de base, mais en tout cas, le job est là. C'est-à-dire que si vous voulez jouer du Space Marine, c'est un PDF qui vaut 20$ du Space Wolf, pour coloriser les Space Marines qui sont jouables, parce qu'en fait, les Space Marines que vous avez de base, dans Wrath and Glory, ils sont génériques. Donc après, c'est à vous de faire un peu votre popote.
Mais là, on y va un peu à fond les ballons. Donc on va avoir un historique sur qui sont les fils les Space Wolves, qui était Russ, quel était son rôle aux côtés de l'empereur, qu'est-ce qu'il a fait durant l'hérésie d'Horus. Ensuite, donc, le Fenris, qui est le monde source du chapitre des Space Wolves, là où ils sont formés et entretenus. Alors évidemment, vous l'avez deviné, vous le voyez au niveau, c'est un monde où il fait froid, c'est un monde très inspiré par les Vikings, par le côté mythologie nordique. Donc on va avoir, en gros, les Space Wolves doivent prendre une potion pour devenir Space Marine, donc pour devenir tout gros et balèze, qui les transforme en Wulfen, donc une sorte de loup-garou, quoi, de berserker, et c'est uniquement par l'entraînement de leurs frères qu'ils arrivent, et par leur propre volonté, qu'ils peuvent redevenir plus ou moins Space Marine standard, mais avec toujours un peu le côté buveur de, enfin pas buveur de sang, mais berserker, Skald, toute la mythologie est évidemment basée là-dessus, donc on va avoir des Skald, on va avoir des runes, on va avoir des gros loups, il y a Bora à manger. Tout est assez décrit, plutôt va dans le détail, hein, c'est pas, ils oublient rien par rapport à l'historique, par rapport aux différentes compagnies, par rapport justement comment est-ce qu'on devient Space Marine, et leurs fameuses sagas qui sont leurs grandes histoires, avec la malédiction du Wulfen, donc le fait que des fois des gens restent coincés entre le loup et l'homme / Space Marine. Les archétypes qui sont les types de personnages que vous pouvez jouer en plus, donc bon, voilà, on met un peu de couleur, c'est comment est-ce que vous pouvez jouer un Space Wolf, générer votre personnage, vos objectifs, les loups qui sont des gros loups sur leur planète pour ajouter aux bestiaires, qui peuvent intervenir comme compagnon animal. Et ensuite on va avoir, comme je disais, le principe des tiers, avec le niveau à partir duquel vous pouvez commencer à jouer ce type de Space Marine, son espèce, parce qu'en fait, il y a deux types, alors ça je suis vraiment paumé. Ce que j'ai cru comprendre, c'est qu'il y a des nouveaux Space Marines qui sont apparus, qui n'étaient pas les Space Marines d'antan, qui sont les Space Marines 2.0, un peu comme les iPods, et qui sont pas très bien perçus par leurs frères d'armes. Donc je sais pas si c'est pour vendre des figurines ou s'il y a un vrai sens au niveau du setting, je sais pas du tout, hein. Là je botte en touche. Donc à chaque fois le petit template est un peu le même partout, vous avez le tiers, l'espèce, ça c'est vachement bien, je trouve les mots-clés. Donc les mots-clés c'est pour... en gros c'est les mots-clés que vous récupérez quand vous prenez un archétype ou un type de perso, et certains talents sont parce que c'est toujours pareil, hein, c'est toujours talent, machin. Les talents sont débloqués si vous avez le mot-clé en question. Je trouve ça... C'est pas con en fait, comme système, c'est assez simple. Et bête, donc les compétences, les attributs qu'on vous donne directement, avec une sorte de pouvoir qu'ils ont tous potentiellement. Donc le Blood Claw, c'est vraiment le Space Marine de base. Grey Hunter, qui sont censés être les mecs un peu plus subtils, mais bon, la subtilité pour un Space Marine, ça reste compliqué. Le coupeur de tête, enfin celui qui prend les têtes, qui sont la vieille garde. Bon, les Terminators, ça va sans le dire, hein, si vous voulez faire un petit Space Hulk. Les éclaireurs, sachant que ouais, c'est marrant parce que généralement les éclaireurs Space Marine ont un tir qui est plus bas que les Space Marine complets, là il est 4, alors je sais pas trop pourquoi. À chaque fois on vous donne aussi l'expérience qu'ils peuvent avoir en démarrant ou nécessaire pour les débloquer. Les Skyclaw, donc ceux qui ont des jetpacks. Les Long Fangs, je crois que c'est les responsables armes lourdes, simplement. Et les Rune Priests, c'est bizarre, c'est des Space Marines qui ont des pouvoirs de magie, mais il n'y a pas vraiment de magie, parce qu'on rappelle que techniquement, c'est interdit, et les Psykers, ils ont beaucoup de problèmes, mais eux sont pas considérés comme des Psykers, c'est des Primaris. Donc ça, je crois que c'est ça que cherchaient les Primaris, donc les Space Marine 2.0, les iPods 2.0 Space Marine. Donc les Iron Priests, qui sont des Tech Marines, en gros, donc plutôt portés sur la technologie. Et le Wolf Priest, je crois qu'ils sont vraiment les plus balèzes des prêtres runiques, simplement. Et les Wulfen dont je parlais, qui sont les types qui n'ont jamais réussi à changer, à devenir entièrement humains, et donc qui sont vraiment quasiment des loups-garous, pour aller vite. Donc on continue, donc c'est un peu leur grand truc aussi, c'est que on n'est pas comme dans Imperium Maledictum, où vous avez des personnages qui sont des mentors, mais il y a ce côté quand même, vous marchez dans les pas des géants, vous êtes sur les épaules des géants, et donc on vous donne des mecs qui sont tier 5, tier 4, qui sont censés être des inspirations pour vos personnages que vous allez rencontrer. Ça fait très jeu de figurines, on va pas se mentir. À chaque fois, on vous donne pas vraiment on vous donne leur historique, comment est-ce qu'ils peuvent être rangés, enfin comment vous pouvez les rencontrer lors de mission, parce que c'est essentiellement ça. Bon, c'est tous des méga balèzes, hein, pour aller très vite, qui sont tous les chefs de différents chapitres. Il y en a 5-6 à chaque fois, donc ça rajoute un petit peu de background, ça permet de vous donner un peu d'éléments.
mais ça reste de l'ordre un peu du codex. Moi j'ai l'impression de relire les codex de figurines quand j'étais gamin. Je n'ai pas lu beaucoup, hein, mais celui des contes vampires j'ai déjà lu pas mal de fois quand même. Ensuite on donne un petit peu le... comment dire, si je dis pas de bêtises, c'est vraiment sur les pouvoirs, en fait, les pouvoirs uniques, donc c'est des règles supplémentaires, si jamais vous jouez des prêtres uniques, comment ça peut impacter, donc ils peuvent faire des tempêtes de neige, ça fait beaucoup penser aux prêtres d'Ulric, c'est vraiment de pouvoirs magiques, mais on n'est pas vraiment, enfin, on est dans les Psykers sans être dans les Psykers, avec les talents spéciaux liés aux personnages, au Space Wolf. Ensuite, donc le matos, Frost and Fury, c'est si vous voulez avoir... là, je trouve que ça frise un peu le foutage de gueule quand même. J'ai l'impression de voir c'est comme quand on peignait ses figurines d'une couleur bleue pour dire non mais regarde il a un bolter spécial, un machin. Donc évidemment vous avez des haches de glace, des pistolets de glace, des tronçonneuses de glace, la totale. C'est je disais les couleurs, j'étais pas loin quand même. Vous avez les emblèmes, le matos, tout ce qu'il faut, les tatouages runiques, les dreadnoughts, parce qu'ils ont leur propre dreadnought évidemment, avec un peu la figure vénérable d'un dreadnought spécifique. Et on arrive sur un scénar, ce qui, venant de Warhammer classique, jeu de rôle, me fait péter un plomb, parce que je suis dégoûté que dans un petit supplément de 100 pages, ils arrivent à mettre un scénar de plus de 20 pages, qui est tout à l'heure, enfin qui est très très bien, moi je trouve ça vraiment super, mais ça me fout un peu les boules, j'avoue. Parce que moi, Dieu sait qu'est-ce que ça manque dans Warhammer classique. Donc en plus c'est vraiment un scénar qui est... Alors, c'est pas ouf, je vais pas mentir, c'est quand même... Vous arrivez, il y a un grand festin, il faut pas vous prendre la tête avec le chef, ensuite vous partez, il y a une montagne à explorer, en haut de la montagne il y a un campement, dans le campement on dit « Ah machin... mon frère Priscillus Maximus, il y a plus de 100 ogres qui arrivent, 100 orques qui arrivent, vous blastez les orques, vous sortez et on vous dit « Ah mon dieu, il faut que vous alliez tuer impérativement le warboss dans sa base, parce qu'il est sur le point de devenir un méga warboss de l'enfer et lancer un wurg et on peut pas tolérer ça. » Et ouais, voilà quoi. C'est un peu dur, j'avoue. Donc après, le scénar tient sur un bout de papier clope, mais il se fout pas de vous, il y a une description scène par scène, avec des tables aléatoires, avec des événements, il y a des aides de jeu, il y a des descriptifs de PNJ, le boulot est fait, hein, et le boulot est plutôt bien fait pour la proposition de jeu qui est faite. Donc, comme je dis, hein, c'est des scénarios de 20 pages, moi j'aimerais bien en voir plus dans Warhammer classique. Donc évidemment là à chaque fois c'est desservi par des plans, par toutes les illustrations qui sortent des archives de Games Workshop qui sont très très bien, hein. Et on vous donne un peu comment gérer aussi le siège quand les orques attaquent le fortin protégé par je crois c'est juste par des gardes impériaux. Donc les discussions, un peu de diplomatie tant qu'on est à faire, et ensuite le cœur de la tempête, la colère de la fureur de la tempête, où vous allez défoncer le chef des orques avec donc un gros descriptif du warboss et de tout sa clique. Et des petits conseils pour jouer, en fait, comment jouer les Space Wolves dans d'autres équipes. Et on a fait le tour avec, comme vous dites, une gamme qui est assez large, avec des bestiaires, des éléments supplémentaires pour jouer certains types de Space Marine. Donc c'est d'autant plus, si je dis pas de bêtises, c'est ça qui est un peu bizarre. Donc voilà, les Absolvers, je crois que c'est un chapitre de Space Marine, alors que je connais pas, hein, je suis désolé, hein, je connais les Ultramarines, les Blood Angels et les Death Angels. Mais sinon, je suis un peu perdu, je peux l'avouer. Donc, comme vous l'avez vu, qu'est-ce que je peux en dire ? C'est très compliqué, parce que si la dernière page de pub que j'ai vue sur les absolutistes ou je sais pas quoi, là, et un chapitre de Space Marine, que les fils de Russe, donc les Space Wolves, sont un autre chapitre, ça veut dire qu'à chaque fois, on va vous faire raquer 20 balles, voire plus si vous le prenez en physique, pour jouer un type de Space Marine. Les Space Marines ne sont pas les seuls personnages que vous pouvez jouer en plus dans Warhammer 40 000, sachant qu'ils avaient fait un supplément sur les Eldar. Et là, ça se comprend, parce qu'on se dit, bon, jouer un Eldar, on me fait un supplément complet sur la race. Mais là, je trouve que
Alors je débarque un peu dans la gamme, et je l'avais dit, hein, j'avais dit explicitement dans le descriptif de la chaîne que j'avais tenté de prendre d'autres gammes au passage. Autant Imperium Mighty Doom, ça se passe nickel parce que c'est exactement comme Warhammer, et il y a sûrement plein de jeux qui vont bien se passer. Autant là, je suis vraiment dubitatif du côté on fait le maximum de thunes en sortant chapitre par chapitre, alors que bon, moi, faudrait faire comme Vent de Magie, hein, faudrait faire un bouquin de, tant pis, 300 pages avec tous les Space Marines, et je suis sûr que ça se vendrait par palette. Mais encore une fois, je suis pas dans le secret des dieux, je suis pas un businessman, donc je dis peut-être que des bêtises, mais je trouve ça fort du café de vous faire payer un bouquin par chapitre, alors que vous pouvez aller sur n'importe quelle braderie, j'en sais rien, choper le codex version 4, 5, 6, 7, 8, j'en sais rien, et lire ça tranquillou chez vous, et vous aurez autant de background, autant de setting, autant de jolies images, que là où, bon, bah voilà, c'est... enfin, vous avez bien vu, les archétypes, c'est... Space Wolf avec un gros fusil, Space Wolf Ultramarine, enfin Space Wolf Terminator et compagnie, ça, ces profils-là, génériques, vous les avez déjà dans le bouquin de base. Donc on se dit, bon, et le bouquin de base est très très bien fait, hein, par contre, on peut ou pas aimer la proposition de jeu. Mais par contre, Wrath and Glory, c'est un jeu qui est très très carré, et il y a tout ce qu'il faut à boire et à manger dans le bouquin de base, et je suis... Ouais, c'est vraiment dur de devoir parler d'un jeu, d'un supplément comme ça. Parce qu'autant le jeu de base, il y a vraiment à boire et à manger, c'est pareil avec Soulbound, j'avais aucun... Et surtout, Soulbound, j'avais le sentiment que les suppléments étaient bien, les suppléments étaient vraiment bien, offraient une proposition de jeu décuplée, alors que là... j'ai un peu l'impression qu'on se fout de notre tronche, quoi. Et ce qui est dommage, parce qu'en plus, enfin, c'est pas dommage pour moi, dommage pour vous, mais ça semble bien marcher, parce qu'il est 3e, je crois, des ventes sur Drive-Thru RPG, ce qui prouve qu'il y a une vraie attente, quoi, parce que ça reste Games Workshop, ça reste Warhammer 40 000, et il y a un pouvoir d'attraction subtil qui, moi, me dépasse, mais qui semble avoir parfaitement été capté par Louis Spiel, Cubicle 7 et Games Workshop, et tant mieux, je veux dire, je vais pas cracher dans la soupe parce que j'aime pas quelque chose, si ça trouve son public, c'est très bien, mais moi je serais vous, si les Space Marines vous intéressent et que vous allez un peu les coloriser, il y a d'autres moyens, ou alors attendez qu'il y ait un pack qui sorte avec, je sais pas, 4, 5, 6 chapitres, Space Marine, et là vous aurez, ça coûtera 20 balles sur Drive-Thru et vous serez très content, quoi. Mais là je trouve qu'en l'état, c'est un peu fort du café quand même. Donc voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur les fils de Russ. J'espère que ça vous a pas trop, comment dire, refroidi. Ça tombe bien parce que c'est des Vikings. Et je vous souhaite une excellente soirée, à très bientôt. Allez, salut!